merci pour cette très aimable introduction, ces deux présentations. Je vais rétablir quand même un tout petit peu l'ordre des faits pour permettre de comprendre par la suite. Non, de 87 à 90, j'ai travaillé dans une équipe d'intelligence artificielle chez British Telecom en Grande-Bretagne. Voilà. Et ensuite, je suis entré dans la banque en 90, au moment où les fonds n'étaient plus disponibles dans cette équipe d'intelligence artificielle. Il faut peut-être dire un mot quand même sur la transition. Pourquoi les fonds n'étaient plus disponibles? On était en fin 1989. 89, c'est l'année de la chute du mur de Berlin. Et on a rassemblé notre petite équipe au mois de janvier 90. En disant, voilà, nous allons faire un petit séminaire improvisé, petit colloque, etc. Ça paraissait très, très bizarre. Et en fait, voilà, quand nous étions là, on nous a dit, les fonds ne sont plus disponibles, notre financement a été réduit par de moitié. Alors on a dit pourquoi? On a dit parce qu'en réalité vous ne travaillez pas vraiment pour nous, vous travaillez en réalité pour le ministère de la Défense et comme vous le savez, fin de la guerre froide, les budgets militaires dégringolent immédiatement, ce qui est une bonne chose. Mais voilà, du coup il n'y a plus. On disait que vous travailliez sur un système d'information où les clients allaient appeler British Telecom et la machine allait dialoguer avec eux. C'était pas tout à fait ça, c'était plutôt, on avait plutôt en vue un cockpit d'avion et où le pilote allait dialoguer avec une machine qui allait lui donner l'information en temps réel qui lui manquait. Voilà, et donc je me suis retrouvé disponible. Il s'est fait qu'un banquier à ce moment-là, qui avait écouté des émissions que j'avais fait sur France Culture, sur l'intelligence artificielle, m'a proposé de travailler avec lui. Et c'est à ce moment-là que j'étais assez décontenancé. Je suis allé voir mon maître Lévi-Strauss. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'accepte cette invitation, oui ou non? Il m'a dit, oui, c'est formidable, vous allez apprendre plein de choses. Il se passe d'ailleurs plus grand-chose en anthropologie, mais ce qu'il a dit pendant toute sa carrière, puisque, après lui, comme vous le savez, voilà, exactement. Voilà. Vous savez, Lévi-Strauss, si vous avez partagé mon expérience d'aller l'écouter au Collège de France, vous vous souvenez sans doute, il entrait dans la salle, il tournait le dos à la salle et pendant toute la leçon, il ne regardait absolument pas ce qui se passait derrière lui. Il écrivait des choses au tableau ou s'adressait comme ça au tableau et puis il repartait sans échanger le moindre regard avec les gens qui étaient venus. C'est ça le structuralisme. Voilà, c'était un grand misanthrope, très très grand misanthrope. Mais ceci dit, voilà, quelqu'un qui a changé la manière dont nous avons conçu les sciences humaines. Il faut bien dire qu'il a complètement bouleversé notre regard. Alors ça c'est pour l'ordre des événements. Et puis à partir de 90, j'ai été pendant 18 ans dans la banque, essentiellement aux États-Unis. Et ma carrière s'est achevée là par le fait que j'avais voulu le faire, je travaillais chez Countrywide en 2008. Dont j'avais prédit que ce serait la grande firme responsable d'un écroulement du capitalisme américain. J'avais dit, je n'avais pas prévu que ce serait un écroulement du capitalisme dans le monde entier. Mais enfin, comme vous le savez, il vivote toujours. Et voilà, et donc ma carrière, proprement parlé, dans la banque s'est terminée donc, en 2008 avec l'effondrement du système. À partir de là, j'ai été un commentateur. Est-ce que vous entendez bien? Ah, oui, on entend, bon, très bien. Alors voilà, donc ça c'était remettre un peu la chronologie sur les rails. Pour le sujet même, je crois que la question est posée de manière extrêmement claire et très cynique, mais très claire, par M. Martin Rees. Martin Rees est l'astronome royal, qui est un titre, c'est une distinction en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, pour une personnalité dans le domaine de la cosmogonie, de la cosmographie, de la cosmologie. C'est un très grand astronome. Et il a résumé je dirais, le sort de l'être humain de la manière suivante. Il a en vue un scénario, je dirais, cynique et fataliste, mais probablement assez réaliste. C'est l'idée suivante, c'est que nous sommes des génies, les êtres humains, nous sommes des génies, nous avons produit quelque chose de tout à fait inouï dans l'univers.
Ça s'est peut-être passé de manière similaire ailleurs, mais ça fait quand même au moins 50 ans que nous cherchons des signaux dans le reste de l'univers d'activités de type de la nôtre et nous ne le voyons pas. Donc, la possibilité existe que nous soyons les seuls à avoir prolongé le biologique avec autre chose. Comme vous le savez, le physique que Hegel décrivait très bien comme un entrechoquement simplement de particules indifférentes les unes aux autres, a produit du chimique parce qu'au niveau le plus élémentaire, il y a du positif et du négatif. Des choses vont s'attirer, d'autres choses vont se repousser, ce qui va engendrer le chimique. Et la composition de certains types de molécules chimiques à base de carbone produit à échéance la vie. Et donc, le physique engendre le chimique engendre le biologique. Et nous avons produit autre chose à la suite de nous. Il y a un paradoxe dans notre culture, c'est que nous dévalorisons ce génie que nous exprimons tous les jours, parce qu'on nous dit, on a plaqué le mot d'artificiel, c'est-à-dire en fait quelque chose dont il faut se méfier. Nous avons plaqué le nom d'artificiel sur cette technologie que nous avons produite, sur la mécanisation. Et je dis tout de suite, on résume souvent sous forme en parlant de robots, et on a peut-être encore comme image qui nous vient ce fameux robot du film La Planète Interdite, le grand robot Robbie qui dit des choses très intelligentes. Et comme vous le savez, ce très très beau film, La Planète Interdite, c'est une reconstitution le scénariste, c'est un scénariste très célèbre, puisque c'est La Tempête de Shakespeare, et que le discours final du savant dépassé par la machine s'est recopié entièrement de chez Freud. Et donc voilà, c'est un film qui a une belle dimension. Et ce robot nous a tous frappés, mais malheureusement nous avons encore une vision du robot sous la forme de ce monsieur Robbie, ce robot très intelligent avec des yeux qui font des flashs et qui clignotent. Voilà. Alors là, notre remplacement, c'est essentiellement pas par des robots, ça s'est fait déjà il y a pas mal d'années. Je crois que c'est en 81 qu'il y a le premier robot dans une entreprise. Mais c'est surtout maintenant, c'est du logiciel qui nous remplace dans nos emplois, c'est des algorithmes, une chaîne de type McDonald's s'appelle Applebee aux États-Unis, et il n'y a plus personne dans les cuisines, ce sont des machines qui préparent. Vous me direz, c'est pas de la très grande cuisine, c'est du genre hamburger, mais ce sont des robots qui le préparent, et puis vous arrivez là, vous mettez, il y a une tablette intégrée dans la table, et vous poussez, vous faites votre commande, et puis quand ce sont des robots qui vous apportent, ou je ne sais pas exactement, des tapis roulants, enfin quelque chose qui vous amène votre nourriture, et quand vous partez, vous mettez la carte de crédit dans la tablette, et puis voilà, c'est terminé, vous pouvez partir. Bon. Alors, que dit M. Martin Rees? M. Martin Rees dit la chose suivante. Il dit, ce génie que nous présentons s'accompagne de notre stupidité absolue, par ailleurs, dans notre capacité à régler nos problèmes humains entre nous. Nous nous tournons toujours vers la guerre comme la première solution pour tout. Dès qu'un problème est un tout petit peu compliqué, on fait la guerre, et c'est la manière dont nous essayons de régler nos problèmes. Nous sommes en train de détruire notre planète à toute allure. Il y a une chose qui existe pour chaque espèce biologique, c'est ce qu'on appelle la capacité de charge de l'environnement par rapport à l'espèce, la capacité de l'environnement de cette espèce à la faire survivre. Et là, nous détruisons notre planète en point de vue de la durabilité des choses, du caractère renouvelable ou non. Vous le savez, toutes les années, nous épuisons la planète de 1,6 à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, il faudrait 1,6 planètes telles que nous avons. Bien entendu, on ne peut pas continuer à faire ça à l'infini, ça va arriver à son terme. Donc, ce qui va se passer, c'est probablement, dit M. Martin Rees, que nous allons arriver à lancer une conquête des étoiles tout à fait automatisée. Je vous rappelle qu'il y a déjà une station un module qui se déplace sur la planète Mars qui le fait très 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 bien. Nous avons également déjà envoyé trois objets en dehors de notre système solaire, de notre système stellaire à nous qui est le système solaire. Il y a déjà 3 objets qui sont partis. Ils n'ont pas une destination précise, mais nous avons
nous, êtres humains, créé 3 objets qui ont quitté notre environnement naturel, bon, non seulement la planète, mais ont quitté même le système stellaire dans lequel nous sommes. Alors, dit-il, ben, nous allons arriver à lancer ça, et nous aurons des machines, des logiciels, des robots qui vont explorer l'ensemble de l'univers. C'est nous qui aurons lancé cela, mais réfléchissez quand même, dit-il, à la chose suivante. Il nous faut respirer de l'oxygène toutes les 15 secondes, toutes les 20 secondes, de l'oxygène dans une atmosphère avec une composition tout à fait précise, avec des tas de choses qui sont des polluants, des poisons possibles, des gaz toxiques. Les conditions pour que nous puissions respirer cet air sont extrêmement limitées. Toutes les quelques heures, il faut que nous buvions de l'eau, et que cette eau soit de l'eau potable de notre point de vue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tas d'éléments qui ne soient pas présents là. J'assistais l'autre jour, c'était à La Rochelle, à un exposé splendide d'un monsieur dont le nom m'échappe malheureusement maintenant, mais qui nous expliquait qu'est-ce que c'est nous, les êtres humains et bon, les autres animaux autour de nous. Nous sommes des sacs d'eau de mer qui se promenons à la surface de la Terre. Nous sommes des sacs d'eau de mer. La quasi-totalité de ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, c'est de l'eau de mer. Voilà. Alors, dit M. Martin Rees, en plus, il faut que nous alimentions quelques fois par jour avec des choses bien précises et qui ont une composition chimique tout à fait particulière. Comment voulez-vous qu'une situation comme ça dure longtemps? C'était quelque chose de très fragile au départ. Nous constituons, nous, des machines. Ce module qui se déplace à la surface de Mars et qui fait des choses très intelligentes, pas besoin d'accès à l'oxygène ni à une atmosphère quelconque, ne boit pas de l'eau, ne doit pas manger des aliments d'une manière ou d'une autre. Voilà notre successeur, au moins robuste, solide, résilient, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons créé notre successeur. Malheureusement, nous étions une sorte de petit miracle, mais on ne pouvait pas imaginer que ça dure très longtemps. Évidemment, vous savez, notre système stellaire a aussi une limite dans le temps, mais nous disparaîtrons, dit-il, bien plus rapidement que cela. Mais il ne faut pas, il ne faut pas que nous en soyons tristes. Nous avons réalisé cette chose extraordinaire. Nous avons produit nos descendants, et nos descendants sont le fruit du génie humain dont nous n'avons pas la preuve qu'il existe où que ce soit ailleurs. Alors, est-ce que c'est... Voilà, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il a entièrement raison ou est-ce qu'il n'y a que partiellement raison? Est-ce que c'est ça qui va se passer, oui ou non? Et là, malheureusement, quand on réfléchit à ce qui s'est passé à partir de l'ordinateur, il y a beaucoup d'arguments en faveur de ce qu'il dit. Parce que voilà, le processus de mécanisation dont l'apparition de l'ordinateur est une des manifestations les plus récentes et les plus lointaines dans un très long processus, ça commence au moment où nous utilisons pour la première fois des outils. Et nous ne sommes pas la seule espèce à avoir utilisé des outils. Nous savons maintenant que les Néandertaliens, qui sont une espèce assez proche de nous et que nous avons probablement éliminé à un moment quelconque, produisaient des outils aussi, on les a retrouvés. Les oiseaux utilisent parfois des choses qu'on pourrait utiliser. Quand un oiseau utilise une aiguille de pin pour trouver des insectes à tel ou tel endroit, il utilise un outil appelant les choses par son nom, et voilà. Et donc nous avons lancé ce processus. Il s'est passé une chose importante dans l'histoire humaine, c'est que nous avons vécu dans une époque qu'on appelait le paléolithique et nous connaissons encore des sociétés qui vivent à ce stade, si vous voulez, d'une évolution, où il ne fallait pas beaucoup travailler, où le monde était relativement luxuriant autour de nous. C'était un monde qui pouvait être dangereux parce qu'il y avait des animaux féroces qui étaient nos ennemis, mais c'était un monde qui était luxuriant par rapport au temps qu'il fallait passer pour assurer sa subsistance. Moi, j'ai encore connu des villages en Afrique où il ne faut pas passer beaucoup de temps dans la journée pour assembler la subsistance, qu'il s'agisse de petite agriculture ou de cueillette, ou d'activités de pêche, ou de ramasser des coquillages sur une plage. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et puis on s'est lancé dans une autre expérience, à partir du néolithique, où on a commencé à travailler beaucoup. Voilà, c'était beaucoup plus compliqué de se nourrir de grains. En plus, vous le savez, on n'était pas adapté.
à manger le grain comme ça. Il y a encore parmi nous des gens qui sont allergiques au gluten. Eh bien, apparemment, nous étions tous allergiques au gluten autrefois. Et c'est petit à petit simplement que nos corps ont développé des moyens d'assimiler le gluten petit à petit. Mais à partir du moment où on est dans le néolithique, où on commence à travailler beaucoup, où c'est du travail qui est dangereux, parfois, moi je fais de la pêche en mer, une activité qui est dangereuse, c'est dangereux. Tous les jours, il y a une probabilité qui n'est pas nulle de ne pas rentrer le soir. Alors on a voulu se débarrasser de ça. Il y a du travail qui est abrutissant, il y a du travail qui est avilissant à faire, etc. Et petit à petit, nous avons introduit une mécanisation autour de nous, les moulins à vent, les moulins à grains tirés par des animaux de trait, etc., etc. Et puis, tout à fait considérable, l'invention de l'ordinateur. L'invention de l'ordinateur utilise la vitesse à laquelle on peut faire communiquer des signaux à l'intérieur de fibres de verre, de fils de cuivre, etc. Ça peut aller très très vite. Un algorithme qui travaille sur les marchés boursiers peut faire 2000 opérations à la seconde. Nous sommes absolument dépassés. Que fait-on sur les marchés boursiers quand on est un être humain maintenant? On lance la machine à 9 h à l'ouverture de la séance et on ferme à 17 h et on regarde ce qui s'est passé entre-temps. On peut éventuellement analyser, mais quand une crise importante, un crash se déclenche, c'était en mai 2010, il faut analyser une crise qui a lieu sur 14 secondes. Il faut analyser des centaines de milliers d'opérations qui se sont faites pendant ces 14 secondes. Et ça prend, je crois, 6 mois, une commission d'enquête de regarder ce qui s'est passé pendant 14 secondes exactement. Alors, je vous rappelle que la crise boursière de 1929, c'est une crise qui se déroule sur 3 semaines, pas sur 14 secondes. Mais la question que je me suis posée, mais je n'arrive pas à trouver les chiffres précis, mais est-ce qu'il ne s'est pas passé sur ces 3 semaines de 1929 le même nombre d'opérations que sur les 14 secondes de 2010 Bon, 2010. Alors, voilà, ça, je dirais, cet exemple est un bon exemple. Il nous montre que nous avons créé cette machine. Cette machine fait maintenant des choses simplement avec une vitesse tout à fait considérable qui fait de nous des spectateurs. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Une entreprise japonaise, bon, c'est de l'ordre un peu du gadget, mais ça a quand même fait la une des journaux, a nommé un ordinateur à son conseil d'administration en considérant que c'était une source d'information tout à fait considérable pour l'entreprise et qu'il était important d'avoir un ordinateur. En fait, c'est une base de données à laquelle on peut poser des questions, de l'avoir là. Quand on fait des expériences maintenant avec un système comme le système produit par IBM, qu'on appelle Watson, du nom du fondateur de la compagnie IBM, on a fait une base de données médicale et on s'aperçoit que cette base de données médicale de type Watson fait des erreurs de diagnostic de l'ordre de moins de 1%. Ce moins de 1%, ça peut être encore un chiffre considéré comme considérable, mais il faut le comparer avec les 10% d'erreurs moyennes chez un médecin de type ordinaire, c'est-à-dire un être humain, et on s'apercevra très rapidement que ça coûte trop cher en vie humaine, ça coûte trop cher en souffrance humaine, les erreurs de diagnostic, ça coûte trop cher à la sécurité sociale. On ne va pas hésiter longtemps à remplacer les médecins par une base de données qui fait 9% au moins d'erreurs en moins. Vous avez peut-être vu ça, et je crois que c'est bon souvenir, c'est d'hier ou avant-hier, le Crédit Mutuel et le CIC ont décidé de faire intervenir le système Watson dans les branches de la banque. Il ne s'agit surtout pas de remplacer du personnel, nous dit-on immédiatement, il ne s'agit surtout pas de remplacer du personnel, il s'agit simplement de faire certaines économies et d'augmenter la marge de profit. Mais vous voyez, ce qui est en train de se dessiner, c'est effectivement le remplacement des êtres humains. Il y a quelque chose de tout à fait significatif, c'est le robot Baxter. Le robot Baxter. Là, il faut comparer 2 vidéos de la compagnie qui produit ces robots, séparés de 2 ans.
si j'ai bon souvenir, la première vidéo doit être de l'ordre de 2012 ou quelque chose comme ça, et la seconde à laquelle je pense doit être de 2015. Le robot Baxter est un robot de type Robi, c'est-à-dire que c'est une machine avec des bras, et on lui a dessiné des gros yeux pour que ça ressemble à un être humain. Et la première vidéo, elle vous montre ceci. Elle vous montre Baxter peut aider des êtres humains de manière tout à fait significative. Et on voit effectivement, à la droite, on a un être humain, à la gauche, on a Baxter, et ils sont là en parallèle, et ils mettent des objets dans des boîtes. Et on voit l'être humain qui met des objets dans une boîte, et on voit Baxter qui fait exactement la même chose dans la boîte. C'est formidable, n'est-ce pas? Bon, on précise, c'est pour aider, hein, c'est pas pour remplacer, attention. La vidéo, une autre vidéo, produite par la même compagnie, 2 ans plus tard, on nous dit, l'annonce c'est la suivante, Baxter va, grâce à des progrès dans la rédaction du logiciel, Baxter va 2 fois plus vite. Alors vous voyez Baxter effectivement, et là ça vous frappe immédiatement. Dans la première vidéo, on voyait l'être humain qui met des choses dans la boîte, et Baxter qui faisait exactement de la même manière. Maintenant, dans la deuxième vidéo, où il va 2 fois plus vite, ces 2 bras font des choses de manière absolument pas coordonnée. Les 2 bras font des opérations indépendantes. Alors, essayez de faire ça, vous, être humain. Beaucoup plus difficile. Hein. Il y a des gens qui sont bons en multitasking. Vous avez vu des gens qui arrivent à marcher dans la rue, même traverser un passage piétonnier en faisant des trucs sur leur téléphone. Mais bon, c'est encore relativement dangereux, voilà, comme vous le savez. Mais surtout, dans sa dernière vidéo, il n'y a plus personne à côté de Baxter. Il est là tout seul, parce que ce serait dangereux. En plus, s'il devait avec nous, on ne saurait même pas ce qu'il va faire avec le deuxième bras si on regarde le premier. Ah, des gens de la compagnie Baxter ont oublié que le message était « on ne sera jamais remplacé par un robot, ils sont là uniquement pour nous aider ». Bon, alors regardez, on peut voir ça maintenant, une vue un petit peu, je dirais, à 5-6 mètres de hauteur, d'une ligne d'assemblage pour des bagnoles. Vous allez voir des dizaines de robots qui sont en train de travailler, et vous verrez un être humain qui est là en train de circuler pour voir si ça va bien et s'il n'y a pas de problème qui se pose. Et en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le robot ne doit pas aller faire pipi, il n'a pas congé maladie, il n'a pas congé maternité non plus. Voilà. Il travaille la nuit de la même manière. Hein, on a besoin simplement, il faut peut-être le biler quelquefois. Ça coûte un robot de ce type-là, il est amorti sur 2 ans, 3 ans maintenant. Le prix de fabrication aussi baisse considérablement. Et surtout, il ne faut pas payer de charges sociales sur ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Là, on arrive à la question du travail. La question d'éventuellement d'imposer une taxe sur la formation, sur ce que fait le robot, etc. Là, on arrive, je dirais, aux chiffres qu'on peut regarder sur les calculs qui sont faits. À quelle vitesse est-ce que ça va se passer? Et ce qu'on voit, c'est que le remplacement de l'être humain va être extrêmement rapide, et ce ne sera pas essentiellement du robot, parce que ça, en grande mesure, c'est déjà fait. Ce sera essentiellement des algorithmes et des logiciels qui vont remplacer les gens dans le secteur des services. Si faisais partie du personnel du Crédit Mutuel et du CIC, je serais quand même pas très rassuré par le fait que M. Watson va donner de l'information aux clients. Et Watson, c'est une technique bien particulière d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Cette technique est connue, elle est connue depuis les années 70, on appelait ça le perceptron. On créait des réseaux neuronaux artificiels avec quelques couches. Au début, c'était 2 couches ou 3 couches de neurones artificiels. Maintenant, ce sont des centaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine. C'est pas que ça n'a pas été programmé par des êtres humains, bien entendu, mais les interactions sont très très nombreuses, les informations sont traitées d'une certaine manière, il y a surtout combinaison de différents types d'informations. Comment est-ce qu'un réseau neuronal va enregistrer, va garder une information? Eh bien, c'est simplement qu'on va l'entraîner. On va associer à l'intérieur de ces connexions entre
entre les neurones, on va associer un poids. Bon, un poids, c'est-à-dire qu'on va donner une probabilité de circulation de l'information entre ces deux cellules qui ont été créées. Et quand le robot va apprendre différentes choses, ou ce cerveau va apprendre différentes choses, eh bien cette information va être engrammée, comme on dit, elle va s'inscrire sous forme d'une combinaison de poids particuliers. Et très rapidement, bien entendu, un être humain ne pourra plus savoir exactement ce qui se passe là-dedans. Ça deviendra ce qu'on appelle une black box, une boîte noire. On ne saura pas exactement comment c'est fait. Et comme on donne maintenant la capacité à ces ordinateurs d'apprendre de leur côté, ou même de se transmettre de l'un à l'autre de l'information, on perd très rapidement le fil de ce qui se passe à l'intérieur de ces machines. Alors, non seulement nous avons ça, mais nous avons le fait que donc, un très grand nombre d'emplois vont disparaître, comme j'ai donné l'exemple du CIC, Crédit Mutuel CIC à l'instant, les médecins qui vont être remplacés pour diagnostic, ça va aller très très vite. Il y a des gens qui font des rapports en disant combien de ces emplois vont disparaître. Et là, la première chose qu'il faut dire, avant même de parler des chiffres qu'ils donnent, c'est qu'en général, ce sont je dirais des gens de sciences humaines, ce sont des sociologues, des politologues, voilà, des gens qui ont appris à regarder des chiffres, des mathématiciens appliqués, mais ce ne sont pas nécessairement des gens non plus qui ont une pratique en intelligence artificielle ou en informatique, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont une bonne intuition sur ce qui va se passer. Or, dans ce domaine, que je connais un petit peu de l'intérieur, c'est un domaine où il y a des goulets d'étranglement à certains moments. On est resté calé très longtemps sur la vision, sur la capacité pour une machine d'avoir une vision en 3 dimensions. On est encore calé un petit peu dans ce qu'on appelle les réseaux sémantiques. C'est-à-dire que la machine a encore beaucoup de mal à découvrir à quoi renvoient des pronoms. Et ça changera très rapidement dès qu'on aura donné une dynamique d'affect à la machine, parce qu'elle saura immédiatement de qui on parle, exactement de nous, parce que les émotions à l'intérieur de la phrase, associées aux différents personnages, font que quand on dit après un deuxième paragraphe « il ou elle », on sait encore de qui on parle. Ce « il ou elle », on sait comment l'assigner. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique d'affect qui est associée à la personne qui a été évoquée précédemment, et dont on sait que c'est autour d'elle que les choses se passent. Mais donc, goulet d'étranglement, et puis qui saute, et du coup, il y a une révolution très très rapide. C'est pas comme quand on vous dit les puces, la capacité des puces, on peut la multiplier par 2 sur une période de 5 ans. En intelligence artificielle, en informatique, c'est du côté du logiciel, souvent il y a des sauts successifs. Donc quand on nous fait des prédictions, les personnes qui font ces calculs n'ont pas l'idée de la dynamique intérieure du domaine. Et ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Il y a aussi une tendance de la part de ces personnes à faire confiance à leur intuition. Que si quelque chose leur paraît compliqué, eh bien ce sera difficile de le remplacer par la machine, alors que si cela leur apparaît simple, eh bien ce sera très simple de le faire. Et du coup, ils ont tendance, je dirais, ils ne savent pas que ce qui est simple pour un être humain peut être très compliqué pour une machine, et qu'est-ce qui est inversement, qu'est-ce qui paraît très compliqué à un être humain est très facile pour une machine. Je prends un exemple. Quand nous parlons et que nous essayons de faire un raisonnement assez compliqué, on va faire des incises, on va dire oui, cette chose-là, mais il ne faut pas oublier que telle autre chose à un autre niveau, et puis à ce niveau-là, il y a encore un problème. Nous avons beaucoup de mal à remonter le nombre de... Moi, je le vois quand je regarde les retranscriptions de mes vidéos. Parfois, je descends de 7 niveaux, et puis je remonte que de 6. C'est une chose que nous ne pourrons pas faire. Pas faire facilement. Un autre jeu de logiciel, si vous avez un peu de pratique d'écrire du code, vous savez bien, ce sont des boucles, il n'y a pas d'erreur possible, on va remonter du nombre de niveaux nécessaires, parce qu'on va sortir de chacune des boucles au bon moment. Autre chose, donc nous avons nos intuitions sur ce qui est compliqué ou simple pour une machine ne sont pas bonnes, a priori. Nous croyons aussi que si une tâche est simple, eh bien, on va la remplacer facilement. Et moi, j'ai eu l'expérience personnellement qui est le démenti de cela, puisque en 1990, quand on me fait entrer dans la finance, c'est pour remplacer les traders dans leurs opérations. Pourquoi? Parce que les traders, ça coûte très très cher, vous le savez bien, quand vous regardez M. Kerviel et que vous voyez que sur une année, il avait droit à une prime de 600 000 euros. Bon, voilà, on peut faire des économies. Si on peut faire des économies là-dessus, ça vaut la peine de payer
un certain nombre de gens bien pour essayer de remplacer les traders. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les traders, ben, ils ne sont plus là, ce sont les machines, ce sont des algos, comme on dit, ou des strats pour stratégie qui sont sur les marchés. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des êtres humains quand même sur les marchés boursiers? Eh bien, c'est parce que les robots n'ont pas voulu tous les tuer, parce qu'il faut des gens à plumer, et les êtres humains, c'est plus facile à plumer que d'autres algorithmes. Mais il ne faut pas dire ça, c'est... voilà. Alors voilà, des projections sont faites par ces gens en nous disant 30 à 70% des emplois vont disparaître. Ça dépend un peu des pays, ça dépend un peu des secteurs, mais c'est énormément. Hein, c'est vraiment des chiffres énormes. Alors on vous dit, et vous allez voir, ça paraît dans 3 jours, c'est un bon exemple, dans l'Humanité Dimanche, il y a un long entretien avec moi sur ce sujet-là. On dit oui, mais il y a des rapports beaucoup plus optimistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui se pourraient être remplacés. Alors, je dis à mes interlocuteurs, mais regardons ces rapports beaucoup plus optimistes de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour dire oui, il y aura seulement que 5% ou 10% des gens qui vont être remplacés? On s'est adressé aux gens eux-mêmes et on leur a dit, est-ce que vous pensez que vous serez facilement remplacé par une machine? Bon. Alors les gens disent, ah non, ils ont vu Robbie qui comme ça, ah non, c'est pas possible. Dans une étude que j'ai vue qui fait référence en France, on pose aux gens 2 questions. On leur dit, est-ce que parfois vous devez changer rapidement de stratégie? Et l'autre question, est-ce que parfois vous devez enfreindre des règles qu'on vous avait données? Alors les personnes disent, ben oui, parfois je dois changer de stratégie. Et oui, il est vrai que parfois je dois enfreindre, voilà, pour des raisons pragmatiques, comme on dit, pour des raisons de réalisme, que je dois enfreindre les règles qu'on m'a données. Et du coup on dit, ah, cet emploi n'est pas remplaçable par un robot. Alors, dites-moi pourquoi. Pourquoi un robot ne pourrait pas changer rapidement de stratégie? Il le fait beaucoup plus rapidement que nous, on le sait, avec 2000 opérations à la minute. Et les techniques qui permettent à un robot de changer de stratégie, elles sont connues depuis très longtemps. Enfreindre des règles, ce qu'on appelle la logique floue, c'est-à-dire de prendre une décision dans un sens ou dans un autre en intégrant des dimensions particulières, je crois que ça date des années 70. L'introduction de ce qu'on appelle les algorithmes génétiques en informatique, ça date des années 1980. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme génétique? Eh bien, c'est la chose suivante. C'est que la machine va observer son propre comportement et évaluer son taux de succès. Elle va évaluer son taux de succès. Et si le taux de succès baisse, elle va aller voir dans son histoire d'anciennes stratégies. Et elle va créer une sorte de cocktail de stratégies qui marchait bien par la suite. Elle va essayer ça. Et puis, elle va refaire la réévaluation de son propre comportement et elle va continuer à évoluer de cette manière-là. Je parlais tout à l'heure de boîte noire. Vous voyez que si une machine peut passer d'une combinaison de stratégies rapidement à une autre, là aussi, la traçabilité, notre capacité à regarder ce qui s'est passé exactement, va diminuer rapidement. Donc, les personnes qui demandent à des gens de décider, de déterminer s'ils vont être remplacés par la machine en leur posant des questions dont l'une a été résolue dans les années 70 et l'autre dans les années 80, ce ne sont pas des études qui sont fiables non plus. Alors, les emplois vont disparaître en très très grande quantité. La plupart d'entre nous gagnons quand même notre vie sur le fait d'être payés comme salariés ou contractuels sur une activité bien précise. La plupart d'entre nous, sauf par des moyens un petit peu lointains comme l'assurance vie, etc., ne vivons pas de ce qu'on appelle le retour les gains du capital, c'est-à-dire les gains d'une somme qui est placée quelque part et qui va produire, grâce à l'utilisation de cette somme, va produire une nouvelle richesse qui va être créée et qui va être distribuée d'une manière ou d'une autre. J'hésitais une seconde parce qu'en fait il y a beaucoup de gains qui sont des gains purement spéculatifs et qui là ne reposent pas sur une nouvelle richesse créée, mais simplement le fait que l'un va perdre et l'autre va gagner sur des sommes qui ont déjà été distribuées. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui étaient des salariés, qui ne pourront plus être des salariés parce qu'ils seront remplacés par la machine? On me dit, il y a quand même il y a un truc que tout le monde sait, la destruction créative. C'est-à-dire que quand des emplois sont détruits, il y en a d'autres qui sont produits automatiquement. D'ailleurs, c'est Schumpeter qui l'a dit.
Alors, première chose, on va voir chez Schumpeter. Schumpeter n'a jamais dit ça. Schumpeter avait trouvé cette notion chez un certain Karl Marx et il avait dit oui, Karl Marx a raison. C'est-à-dire que les processus industriels produisent des grandes destructions, mais il n'est dit de nulle part, ni par Schumpeter, ni par Marx, que ça va produire automatiquement d'autres choses qui va le remplacer. Le seul exemple qu'on a, c'est l'exemple de la destruction d'emplois industriels dans les années 60-70 et la constitution en parallèle d'un très grand nombre d'emplois dans les services. Alors, les gens vous disent, on va faire pareil. Les gens sont passés du secteur industriel, ils sont passés dans le domaine des services. Et puis, autour des ordinateurs, il y a plein de choses qui vont être créées. Alors effectivement, il y a une étude qui est faite par les Américains qui nous montre que dans les années qui viennent, je ne sais plus si c'est je crois que c'est une échéance de 2030, 1,8 million d'emplois vont être créés aux États-Unis dans la programmation et la maintenance des machines numériques. Le problème, c'est qu'1,8 million, ça paraît beaucoup, mais ça représente simplement 2% de la main-d'œuvre aux États-Unis en ce moment. Or, s'il y a disparition de 30% d'emplois, la différence entre 30 et 2, c'est 28%. 28% d'emplois qui vont disparaître. Problème aussi, si on imagine simplement une transition où les gens, de la même manière que les gens étaient passés du domaine industriel au domaine des services, ils vont passer du domaine des services à la maintenance, à l'entourage de l'informatique. C'est que les formations, quand on regarde les formations qui permettent à quelqu'un qui travaillait en usine de travailler ensuite dans le secteur des services, c'était des formations qui duraient de manière typique quelques semaines, maximum quelques mois. Faire passer des gens qui vont disparaître dans le secteur des services maintenant à faire de la maintenance informatique, tout le monde le sait, c'est des formations de plusieurs années. C'est des formations de plusieurs années et pas des formations, d'où une inertie de toute manière dans le système. Nous n'avons pas de preuves qu'un très grand nombre d'emplois vont être créés. Regardez des entreprises, je crois que c'est l'entreprise Snapchat qui produit des réseaux sociaux, transfert d'images et des choses de cet ordre-là, qui s'est vendu récemment pour 8 milliards de dollars. Je crois qu'elle a employé 255 personnes. Il faut diviser ces 8 milliards par 255. On voit ce que chaque personne dans l'entreprise représente comme richesse, mais ce ne sont pas des entreprises de ce type-là qui seront créatrices d'emplois, comme on crée une entreprise automobile, une usine automobile qui employait 5000 personnes, 8000 personnes. Tout ça ne reviendra pas. Les entreprises qui font de la biogénétique, de l'ingénierie génétique, ce sont des entreprises au chiffre d'affaires tout à fait considérable, mais on le sait bien, qui emploient maximum quelques centaines de personnes et pas beaucoup plus que cela. Alors, un très grand nombre de salariés, la machine qui prend le contrôle, qui remplace purement et simplement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un essayiste américain qui s'appelle David Fries, qui a dit la seule solution, ça va être l'exterminisme. Ça veut dire quoi l'exterminisme? C'est-à-dire qu'un jour, les gens qui gagnent de l'argent parce que des machines travaillent pour eux dans un contexte où il n'y a plus d'êtres humains, eh bien, ça, un jour ou l'autre, ces gens vont être irrités par ces masses de gens qui sont là, qui étaient salariés autrefois, qui ne gagnent plus du tout d'argent, et c'est indifférent parce qu'ils sont sortis du système, et un jour ou l'autre, ils auront envie de s'en débarrasser. Cette approche du exterminisme, en plus, on sait qu'elle a déjà existé, quand des gens sont considérés comme tout à fait... comme des parasites pour la société, eh bien, on a déjà, sur un mode déjà industriel, on s'est débarrassé d'eux. Donc, c'est pas comme si c'était un scénario tout à fait, je dirais, utopique au sens de qu'on n'aurait jamais vu ça. Il faudrait dire dystopique dans ce cas-là. Alors, ou bien on trouve que c'est une bonne chose, où on a déjà mis ça, je dirais, dans ces cartons, ou bien on se dit que c'est un problème qu'il faudrait résoudre. Vous avez peut-être vu ce film qui s'appelle Elysium, où vous voyez une terre complètement détériorée, à la limite de ce qui peut encore permettre à des êtres humains de vivre, et en altitude, voilà, dans l'espace, vous avez une station post-humaniste ou transhumaniste, où les gens sont immortels, parce qu'il y a des machines qui les permettent de les réparer, et il y a voilà, la tension entre les deux types de monde, avec évidemment des problèmes sérieux qui se posent. Alors,
Si on ne veut pas arriver à une situation qui se détériore de telle manière que la solution exterministe paraîtra à certains la chose à faire, il faut organiser une transition. Et cette transition, elle consiste, bien entendu, à ce que la richesse qui est créée par les machines, et donc pas simplement les robots, donc on appelle ça taxe robot, c'est pratique, mais ça va un petit peu vite, que la richesse créée par des logiciels, par du numérique, disons de manière générale, il faut qu'elle soit partagée. Le premier qui a vraiment réfléchi sur cette question, c'est donc ce philosophe suisse, philosophe économiste suisse, qui s'appelait Jean-Charles Sismondi, au début du 19e siècle, que la plupart des gens qui ont un peu lu connaissent essentiellement pour les propos un petit peu amers, comment dire, de dérision que Karl Marx et Engels écrivent à son propos dans le manifeste du Parti communiste en 1848, en l'appelant il l'appelle un socialiste, il ne l'appelle pas socialiste utopique à la différence de certains autres, il l'appelle un socialiste petit bourgeois. Pourquoi l'appelle-t-il un socialiste petit bourgeois? Parce qu'il ne prônait pas la révolution. Il disait qu'il y avait une possibilité de faire évoluer nos sociétés, simplement d'abord en modifiant le rapport de force entre les gens qui travaillent et les autres, mais surtout, disait-il, la mécanisation, c'est un progrès pour le genre humain tout entier. Il faut qu'il soit partagé, et en particulier, dit-il dans une remarque sur les Ludites qui allaient casser les machines à cette époque-là, il faudrait que la personne qui est remplacée par une machine bénéficie d'une rente à vie sur la richesse qui est produite par les machines. Alors, cette approche paraît, je dirais, une approche absolument de bon sens. On peut peut-être l'envisager de manière moins particularisée qu'une personne remplacée par une machine ou par un logiciel bénéficie de cette manière-là. On peut peut-être collectiviser la question, la rendre communautaire en créant une caisse. Une caisse qui serait utilisée pour quelque chose. Alors, comme vous le savez, M. Benoît Hamon a repris cette idée de taxe robot que j'avais proposée dans des chroniques dans Le Monde. Voilà, elles sont là-dedans en 2012, en 2014. À la différence de lui, je ne pense pas que cet argent qui serait récolté de cette manière-là devrait être utilisé pour un revenu universel. Et la raison pour laquelle je ne pense pas ça, c'est essentiellement lié à mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la banque, que je sais, j'ai pu observer que chaque fois que des sommes sont distribuées à des personnes dans la meilleure intention du monde pour les aider, en général, le monde bancaire trouve un moyen pour faire revenir des parts considérables de cette somme à l'intérieur de son propre giron. Je donne un exemple très simple de cela. Aux États-Unis, en 2009, après la crise immobilière, il faut absolument relancer le secteur de l'immobilier. Il n'y a plus personne qui achète des maisons. On va donner 4 000 € aux personnes qui, pour la première fois, accèdent au logement. On leur donne 4 000 € comme un apport, une contribution à leur apport personnel. Et le lendemain, le prix de toutes les maisons aux États-Unis a augmenté de 4 000 €. Là, c'est pas le monde, c'est 4 000 $. C'est pas la banque qui l'a organisé, ça s'est fait spontanément. Mais faites-moi confiance, la banque trouve le moyen de divertir les sommes qui sont distribuées de cette manière-là. Par ailleurs, nous vivons, je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde qui se dégrade rapidement, où nous n'avons pas de gestion véritable, sauf à essayer de faire de l'argent encore là-dessus, de nos ressources qui diminuent. Donner la même somme à des gens, par exemple, en partie à des gens qui n'en auront pas besoin, c'est les encourager à les dépenser. Les dépenser dans un monde où existe le consumérisme, et où ces personnes en particulier n'ont pas un besoin immédiat d'acheter des choses, ce n'est pas une bonne approche non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à l'abri les sommes récoltées par la taxe robot, la taxe Sismondi, il faut les mettre à l'abri de la prédation éventuelle du monde financier, vu la manière dont il se produit jusqu'ici. Comme vous le savez, depuis la fin du XVIIIe siècle, le monde financier a une philosophie à lui, fondée à partir de la fin du XIXe sur l'idée de l'homo economicus qui redistribue ses ressources en fonction de l'utilité personnelle.
Attendez, je suis perdu dans mon raisonnement. Aïe. Là. Comment? Il faut mettre à l'abri la taxe de sismologie. Voilà, remettre, voilà exactement. Mettre à l'abri. Comment mettre à l'abri? Sortir, ne pas attribuer des sommes qui pourraient être diverties d'une manière ou d'une autre et qui pourraient être, qui disparaîtraient aussitôt à l'intérieur dans un processus de concentration de la richesse qu'on connaît bien, qui serait diverti automatiquement et irait simplement accroître la richesse de ceux qui sont déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là aussi, on le sait déjà, parce qu'on a essayé de le faire en particulier dans le domaine de l'éducation, de l'instruction et dans le domaine de la santé, la gratuité. On s'en écarte de plus en plus parce que nous sommes dans un monde où on nous dit que l'État-providence, eh bien, c'était quelque chose qui était lié à un machin qu'on appelait les 30 glorieuses et que comme on n'est plus dans les 30 glorieuses, bah, évidemment, il est bien évident que l'État-providence, ça n'existe plus. En plus, la croissance, on sait bien, c'est lié au PIB. En réalité, le PIB, c'est une convention comptable, on pourrait écrire ça tout à fait autrement, mais de toute façon, ben, ce système de sécurité sociale, il était condamné, donc il est normal aussi bon, qu'on paye en fonction du service qui est rendu, les écoles qui dispensent du savoir. Mais on a connu cette idée que l'instruction serait gratuite, on a connu cette idée que la santé serait gratuite, on peut encore l'étendre. L'autre jour, j'étais à Vitré, les transports en commun sont gratuits. On pourrait s'arranger aussi pour que le logement, au moins sous une forme élémentaire, pour que l'alimentation, au moins sous une forme élémentaire, soit gratuite également. Et là, ce n'est pas poussé au consumérisme, puisqu'il s'agit de l'indispensable pour les êtres humains. Ce ne sont pas non plus des sommes qui pourraient être diverties. On me disait l'autre jour, oui, regardez le capitalisme américain, mais c'est quand même un système où 15% des gens bénéficient de food stamps, qui sont donc des coupons qui permettent d'acheter de l'alimentation dans les magasins. Et je dis oui, moi j'ai vu ce système fonctionner aux États-Unis. C'est un système pour les familles en difficulté, et mais c'est pas un système qui permet d'acheter des billets de loterie, c'est pas un système qui permet de s'adresser à la prostitution, ce qui permet même pas d'acheter du whisky dans les magasins. On peut acheter de la farine, on peut acheter des pommes avec ces food stamps, mais il n'y a pas, c'est pas un système, c'est pas non plus un système qui pourrait être, il n'y a pas de trafic de food stamps. Voilà, ici il y en avait un, ben, le gouvernement serait en bonne position pour l'empêcher. C'est bon, ils permettent de manger gratuitement pour un certain nombre de familles. À mon sens, ce n'est pas une mauvaise chose, et ce n'est pas, je dirais, constitutif en tant que soi du système du capitalisme. C'est un palliatif à certains défauts de ce système. Alors, dernier mot, pourquoi y a-t-il un tel tollé du côté du patronat devant cette idée de taxe sur les machines, sur les robots? Parce que vous l'avez peut-être vu, là c'est la mobilisation générale du côté des organisations du patronat. On n'a pas vu une telle mobilisation de leur part à l'époque actuelle, devant l'idée que les gens qui travaillent, les salariés, que ces personnes doivent payer des impôts de leur côté. On a cette indignation-là, je ne l'ai jamais vue exprimée d'une manière ou d'une autre, mais qu'on ferait payer à des machines qui remplacent des êtres humains, qu'on leur ferait payer des impôts, là, le tollé est général. Alors, pourquoi ce tollé? Je crois que là, il faut faire un tout petit peu de psychologie. C'est que dans le monde industriel, le monde de la firme, il y a toujours eu trois types de partenaires. Il y avait les gens qui je vais adopter le vocabulaire du XVIIIe siècle, le vocabulaire de François Quesnay, dans son tableau économique de la France. Il y a les classes laborieuses, et puis il y a les classes oisives. Alors, voilà, bon, c'était pas marxiste, hein, il écrivait en 1756, mais il avait une représentation de l'économie sous cette forme-là. Il y a les gens qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont fait des avances en travail dans l'entreprise, ceux qui gagnent de l'argent parce qu'ils ont fait des avances sous forme de capital, et ceux qui gagnent de l'argent parce que, dans les termes de Proudhon, parce qu'ils tirent profit de la dimension collective du travail, celle qui a permis à 200 artilleurs de monter l'obélisque de la place de la Concorde en 1 heure.
Ce que dit-il? Un artilleur tout seul pendant 200 jours aurait bien été incapable de faire. Il faut des gens qui supervisent le fonctionnement de l'entreprise, ça c'est une chose, mais dans l'organisation de type militariste dans laquelle on est, la direction bénéficie, comme une aubaine, dit Proudhon, du fait que l'organisation collective produit de la richesse supplémentaire. Alors, 3 types de partenaires, la direction, les investisseurs et les salariés. Alors, petit déséquilibre, qui n'a aucune raison dans les faits, la comptabilité traite ces types d'avances de manière très très différente. Les paiements de salaire ont un coût, et un coût, je ne vous apprends rien, il faut le faire baisser. Les dividendes et les bonus des patrons, ce sont des parts de bénéfices, et comme tout le monde sait aussi, de la même manière que c'est évident qu'un coût il faut le faire baisser, les bénéfices il faut les faire monter. Alors petit déséquilibre quand même dans la manière dont on traite les choses. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est dans la Constitution? Absolument pas. C'est pas dans la Constitution, c'est dans les règles comptables. Qui est-ce qui définit les règles comptables? Une organisation privée dont le siège se trouve dans l'État de Delaware, qui est, comme vous savez, un havre fiscal, un paradis fiscal à l'intérieur des États-Unis. Qui sont les membres de cette commission qui décide de ça? Eh bien, en fonction de leurs cotisations, les plus grosses entreprises du monde, plus les grandes firmes d'audit. Ce sont eux qui décident, sans la moindre consultation avec nous, de dire que le salaire c'est un coût et que les dividendes ce sont des parts de bénéfices. Est-ce qu'il ne faudrait pas rétablir quelque chose de ce côté-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le tollé? Pourquoi le tollé? Pour la raison suivante, c'est que les investisseurs et les directions des entreprises, ils rêvent depuis des siècles qu'il n'y ait plus de salariés. C'était le grand utopie à eux, qui n'est pas inscrit, je dirais, de manière explicite dans les Échos, mais qui est là en filigrane. C'est qu'un jour, on se débarrasserait de ces salariés qui nous coûtaient de l'argent. Ils coûtaient de l'argent moins que ce qu'ils produisaient, quand même, sinon on ne les aurait jamais pris. Mais c'était un peu un clou dans leur cercueil et quelque chose dont il fallait se débarrasser. Alors, ils en rêvaient et ils en rêvaient. Alors, quand je dis et quelques autres, ah oui, mais non, on va taxer vos machines et vos trucs. Ah, le beau rêve, c'est cool, là, c'est terminé. On en rêvait depuis 200 ans. Et voilà, peut-être que ça n'aura pas lieu. D'où le tollé, etc. Voilà, on passe un mauvais quart d'heure pour avoir, regardez, M. Hamon passe un mauvais quart d'heure pour avoir repris cette idée-là. Alors que, si l'on veut... Excusez-moi, mais les salariés étaient aussi des acheteurs des produits. Pardon? Les salariés étaient aussi des acheteurs des produits. Oui, mais comme on va les exterminer, c'est pas tellement grave. Oui, bon. Je dis pas que ça va se passer nécessairement comme ça, mais ça ne dérange pas le scénario. On pourrait très bien imaginer une industrie qui soit purement de luxe et qui n'ait plus besoin de pouvoir d'achat de la part de gens dont on se débarrasse d'une manière ou d'une autre. Vous le savez, la part des produits de luxe dans l'économie, elle a augmenté parce que la concentration de la richesse est tout à fait considérable. Vous le savez, on est dans une situation où 8 personnes au monde, c'est le chiffre calculé par Oxfam, mais il est probablement vrai, 8 personnes au monde disposent du même patrimoine que les 50%, la moitié la moins riche de l'humanité. Bon. Alors on me dit oui, mais ça représente encore pas grand-chose parce que la moitié la moins riche, ce sont des misérables qui n'ont pratiquement rien, donc le chiffre est quand même relativement bas. Oui, mais on oublie une chose, c'est que si on prenait de l'argent des 8 pour le distribuer aux autres, tout leur revenu serait quand même multiplié par 2, donc ce qui est déjà pas mal. Bon. Alors on est dans un monde où le système économique et le système économique est grippé par le fait que la concentration des richesses est extrême, et dans un monde où il y a encore des salariés, mais les salariés ne sont pas payés suffisamment. Sur une période, je crois que c'est entre l'année 1970 et 2011 ou quelque chose aux États-Unis, la productivité dans les entreprises a augmenté de 80%, pendant que les salaires n'augmentaient que de 10%. Les 70% de différence, où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés en dividendes, et ils sont allés dans le fait que quand on reprochait à M. Henry Ford dans les années 1910 de gagner 50 fois plus que l'employé le moins bien payé dans son entreprise, maintenant ce chiffre il est passé à quelque chose de l'ordre de 475 et pas 460. Le patron ne touche pas de 475 fois plus que l'employé le moins payé dans l'entreprise, mais il touche 475 fois le salaire moyen dans l'entreprise, c'est-à-dire où le sien est encore calculé à l'intérieur de ce chiffre. D'où vient cet argent qui a permis de faire cela? Eh bien, il vient évidemment de la différence entre les 80% d'augmentation de la productivité et les 10% qui ont été distribués en salaire. Alors,
ça va être ma conclusion. Si on ne veut pas arriver dans une situation celle que décrit M. David Fraisse, ou qu'on voit dans le film Elysium, c'est-à-dire d'un monde à deux vitesses où la tentation est grande pour les possédants de se débarrasser une fois pour toutes des anciens salariés dont on ne saura quoi faire, il faut absolument aller dans le sens d'une redistribution de la richesse qui est créée. Sans quoi nous vivons dans deux mondes. Des gens qui vivaient de salaires, mais les salaires auront disparu, et des gens qui vivent des gains du capital, puisque le gain de la machine va être considéré comme un gain du capital, c'est des sommes qui vont être produites automatiquement et redistribuées automatiquement. Si nous ne voulons pas arriver dans cette situation véritablement dystopique, il faut que nous organisions la transition, et en particulier que le travail mécanique soit redistribué dans la collectivité dans son ensemble. Par le moyen de la taxe n'est peut-être pas le seul moyen qu'on puisse imaginer, on peut en imaginer d'autres, mais qui est redistribution dans la population, qu'on revienne simplement à cette image utopique. Moi, qu'est-ce que j'avais, une dizaine d'années dans les années 1950, on nous représentait l'an 2000. L'an 2000, c'était un monde qui serait de l'ordre du paradisiaque, mais simplement à partir de ce fait d'une imagination de la richesse redistribuée dans l'ensemble de la population. Ce que nous avions mis entre parenthèses dans cette image idéalisée du monde de l'an 2000, c'était que nous avons un système bien particulier qui s'appelle le capitalisme et qui est encore en plus dans une dérive ultralibérale, où l'idée de la spéculation est devenue de l'ordre de l'évident, où je n'arrive même pas à convaincre des gens, je dirais, ordinaires qu'il faudrait revenir à une interdiction de la spéculation telle qu'elle existait en France jusqu'en 1885. Il faut que nous arrivions à réaliser cette image de l'an 2000, et nous sommes suffisamment riches pour le faire. L'argent est là, la richesse, elle est là. Le problème, c'est un problème de sa redistribution dans un système destructeur de notre environnement tel que le scénario de M. Martin Rees, par lequel j'ai commencé, risque de se réaliser. Nous sommes des génies technologiques, mais incapables de gérer notre vie entre nous à la surface de la Terre. Eh ben. Si vous voulez approfondir ces idées-là, qui étaient peut-être rapides, il fallait suivre et absorber, vous pouvez donc acquérir par exemple le petit livre en poche qui est à 8 €, ou alors le grand, ou les deux, hein, l'autre est à 19. Donc ça c'est à la fin, et vous pouvez le faire dédicacer par Monsieur Jorion. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires ? Et je vais prendre plusieurs à la fois. Je fais une toute petite remarque. Oui. Je voudrais faire une toute petite remarque sur la personne qui vient de quitter la salle. La personne qui vient de quitter la salle vient de faire une publication dans une des revues de physique les plus connues au monde, Physical Review E, sur l'idée que si l'on faisait, comme propose M. Thomas Piketty, décréter de 5% les fortunes au fur et à mesure qu'elles se constituent, nous serions dans un système économique stable. Et Henri Benisti, qui vient de sortir, l'a montré à l'intérieur de la théorie physique et mathématique telle qu'elle existe maintenant. C'était un travail de 2 années, dans lequel était intervenu aussi M. Didier Sornet, que j'avais connu à l'époque où j'étais associé à un laboratoire de réflexion à UCLA, à l'Université de Californie à Los Angeles. Et ce papier vient de sortir, donc prouvant que la proposition de M. Piketty introduirait serait une manière de tuer d'une certaine manière cette machine à concentrer la richesse telle qu'elle était inscrite dans nos problèmes. Alors j'ai interrompu, mais c'est parce que il s'appelle M. Henri Benisti. Et il travaille ici pas loin au laboratoire d'optique de... Qui m'a été inscrit. Voilà, je ne sais plus exactement, à Palaiseau, je crois que c'est à Palaiseau ou à Saclay. Voilà. Hein? Non, mais il était inscrit sur nos... parmi nos... Oui, voilà. Donc ça fait 2, 1 et 2, et puis 3. Voilà. Allez-y, monsieur. Mais soyez court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vous parlez de transition. Donc, dans une transition, il y a un état final, il y a un état de début. Donc, quel serait l'état final que vous verriez? Donc, et d'autre part, il y a un concept qui existe quand même, c'est la notion de valeur ajoutée au niveau d'une entreprise. Donc, et habituellement, ça s'avère que le prix, après, il y a
on pourrait dire le profit. Oui, oui. Donc pourquoi pas taxer le profit et introduire un concept de taxe sur les réseaux. Oui, oui. Oui, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la comptabilité, et je crois qu'il faudrait revenir à la conception de, voilà, c'est pas Karl Marx, c'est pas un révolutionnaire, la conception de Keynes dans son rapport économique sur le tableau économique de la France. Il y a des avances qui sont faites, ces avances doivent être traitées de la même manière, de point de vue comptable, il n'y a pas de raison de les distinguer, certains comme étant des coûts, certains comme étant des profits. Vous savez qu'il y a eu une manœuvre dont moi je considère qu'elle est absolument essentielle. Elle passe un peu inaperçue parce que les gens croient qu'il s'agit d'un détail, mais quand sont apparus les stock options dans les entreprises, c'était un projet délibéré que les milieux patronaux américains avaient confié au cabinet d'études de McKinsey. C'était comment faire pour aligner les intérêts des dirigeants d'entreprise avec les investisseurs, avec les actionnaires. Parce que jusque-là, jusqu'en 1975, eh bien, leurs intérêts aux dirigeants d'entreprise et aux actionnaires, aux investisseurs, étaient des intérêts opposés, dans ce sens où le gâteau à partager en termes de profit c'était une somme bien déterminée, et ce que les uns recevaient, les autres ne le recevaient pas. Alors, quelle était la solution, qui est une solution en fait géniale, qui a été découverte par McKinsey? On va trouver un système tel que les intérêts économiques des investisseurs et des dirigeants d'entreprise soient les mêmes. Comment va-t-on faire ça? On va faire intervenir le marché dans son ensemble pour aligner leurs intérêts. C'est-à-dire que, je ne vais pas entrer dans le détail des stock options, mais si le cours de l'entreprise, il faut imaginer une entreprise qui est cotée en bourse, si le cours augmente, eh bien entendu, les actionnaires vont bénéficier puisqu'ils peuvent revendre l'action plus cher, mais les dirigeants d'entreprise vont obtenir un bonus sous la forme d'actions dans l'entreprise à un niveau, ils vont acheter à un niveau ancien des actions dont le cours s'est valorisé. Et c'est un trait de génie, ça aligne effectivement, ça a un défaut tout à fait considérable. Quand on se demande d'où vient le court-termisme, pourquoi il y a du court-termisme, et qu'on dit où les mentalités ont changé, comment est-ce possible, etc. Non, le court-termisme a été inscrit dans la gestion des entreprises par l'introduction des stock options. Le rythme de l'entreprise, ça va être d'une publication de chiffres financiers à une autre, et on va évaluer la bonne santé de l'entreprise en fonction du fait que le cours augmente en bourse. Alors, il faut s'attaquer, c'est pour ça que j'ai mentionné cette IASB, International Accounting Standards Board. Il y en a deux, il y a FASB pour les États-Unis, Financial Accounting Standards Board, et pour nous, le reste du monde, IASB, décide de ce qui est du profit, quel chiffre va entrer dans le PIB, que certaines avances sont considérées comme des coûts et d'autres comme des parts de bénéfices. Si on veut changer, je dirais, notre véritable constitution, la véritable manière dont nous vivons, c'est là qu'il faut aller voir, mais c'est tout à fait en dehors du système démocratique, puisque c'est un système de cooptation entre personnes en fonction des cotisations qui sont payées, qui sont encore liées au chiffre d'affaires. C'est là, à mon sens, qu'il faut aller voir. Mais vous aviez posé une toute petite question pour commencer. Une autre, oui, c'était... on parle toujours de transition, mais on a en vue un état final, parce que sinon il n'y aura pas de transition. Donc l'état final, c'est peut-être pas avec tous ces robots, et la ce sera un monde... La chose qu'on ne pourra pas empêcher, c'est une certaine dérive vers ce qu'on appelle le méliorisme. C'est-à-dire la tendance à tirer parti de la technologie pour améliorer nos vies, non seulement pour nous créer, je dirais, un milieu confortable, mais pour tirer parti de ces nouvelles techniques pour essayer de modifier la nature humaine. Et là, il faudra changer très rapidement. Imaginez que vous ayez un enfant avec un handicap mental et qu'on vous dit on a une technique maintenant pour modifier ça, mais vous avez le choix entre faire de lui ou elle un enfant d'intelligence moyenne ou bien un génie. Qu'est-ce que vous allez dire ? Personne ne va hésiter. Et ça, c'est une tendance à laquelle on va. Ça, je crois qu'il sera très très difficile d'empêcher que ça change. Ceci dit, nous pouvons modifier
les règles comptables, la manière dont nous regardons l'économie, de telle manière à en faire un monde durable. Il y a une chose qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire le coût réel des choses. L'exemple qu'on emploie en général dans les bouquins américains, mais il est très bon, un monsieur trouve que on peut produire de l'électricité en brûlant des pneus. Il brûle des pneus et tout le monde, dans un rayon de 10 km, tout le monde tousse, eh bien le bilan de son entreprise n'en est pas affecté d'une manière quelconque. Tout ça, on peut changer. On peut modifier la comptabilité pour faire intervenir le véritable coût pour la planète en tant que tel, et on peut modifier la loi. Parce que la loi, comme vous le savez, dans la définition de la propriété, ne fait pas de distinction entre le fait que la chose que vous pouvez détruire, ce qu'on appelle l'abusus de la propriété que vous avez, elle ne fait pas de distinction de savoir si cette propriété est de l'ordre du renouvelable ou du durable d'une quelconque manière. Et donc vous pouvez détruire quelque chose qui appartient en fait au patrimoine de l'humanité, comme si de rien n'était, parce que vous avez payé le prix un jour, ou bien vous l'avez hérité de votre grand-père, et ainsi de suite. Ça, il faut modifier également. Il faut rentrer dans la loi dans cette notion de l'abusus et parler de bien commun pour l'humanité. Et là, il y a une dérive tout à fait particulière qui a eu lieu et à laquelle il faut s'en prendre, c'est qu'on a restreint l'abusus pour les personnes physiques, pour les gens comme nous. On a mis des limites à la possibilité de détruire quelque chose qui appartient à la communauté. Mais ces limites n'ont pas été introduites pour les personnes morales, pour les entreprises. Elles ont la capacité de détruire l'environnement sans se préoccuper de ce qui passera pour le reste. Ça, il faut modifier. Donc, la vision à long terme, je ne crois pas qu'on pourra empêcher une dérive encore technologique vers le méliorisme, mais nous pouvons modifier nos règles comptables, nos règles financières, le système juridique pour faire du monde un monde durable. La difficulté maintenant, c'est que la seule manière dont on envisage d'entrer dans un monde durable et renouvelable, c'est s'il y a encore moyen de faire du profit là-dessus. Vous le savez, on appelle ça du greenwashing d'une certaine manière. Quand on essaie de régler des problèmes d'environnement, on vous dit « Ah, on va créer un produit dérivé, un produit financier dérivé, tel que le système va s'équilibrer, etc. » On a déjà vu ça pour le carbone, ça ne marche absolument pas du tout. Ça fait juste venir des spéculateurs qui vont encore faire sauter la machine un peu plus. Non, si nous voulons remettre la planète en état, si nous voulons continuer d'y vivre dans des situations de confort comme maintenant ou encore améliorer, il ne faut pas imaginer que ce sera possible dans une logique de profit. Il faut mettre ça entre parenthèses, il faut mettre le bien de l'humanité, une valeur qualitative avant la valeur quantitative d'un profit encore supplémentaire à réaliser. S'il vous plaît. Donc, nous avons abordé précédemment la question de la transition, et qui dit transition aujourd'hui, dans le cadre du contexte qui est celui de la révolution numérique, qui pour moi est autre chose que la troisième révolution industrielle. Pour vous, puisque vous avez votre champ d'investigation couvre plusieurs disciplines, est-ce que pour vous, est-ce qu'il est pour vous concevable qu'une société humaine puisse fonctionner systémiquement sans production de travail, sans emploi et sans production de richesse? Oui, je crois que c'est possible. En fait, je crois qu'on peut le définir. On peut le définir. La difficulté que nous avons, parce qu'il y a cette période extraordinaire, celle qu'on appelle la révolution sociale. Dans ces années qui vont entre 1810 et 1850, je dirais que toutes les solutions à nos problèmes ont été produites. Certaines ont été, ridiculisées un peu par Marx en les appelant socialisme petit bourgeois. On vient de le voir avec Sismondi. La plupart des idées, à mon sens, qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre en application, société sans argent, société fondée sur des entreprises purement horizontales, sans structure militariste à l'intérieur, etc. Tout ça a été proposé à l'époque. Si ça n'a pas marché, c'est M. Benoît Hamon d'ailleurs qui m'avait demandé de faire un petit truc historique dans un colloque qu'il avait organisé, de parler de ça. Si ce n'a pas marché, cette révolution sociale, c'est pour trois raisons. Dans certains cas, on a envoyé l'armée ou la police pour empêcher que ça marche. Dans d'autres cas, le système était là présent à l'intérieur d'un système capitaliste ambiant. Le rapport de force a fait que ce qui ne marchait pas a disparu, et ce qui marchait a été racheté par le monde extérieur. Et enfin, il y avait aussi, et ça peut-être que nous avons gagné un tout petit peu de sagesse par rapport à ça, il y avait une vision, qui est là utopique, d'un changement des mentalités
trop rapide par rapport à ce qui était possible. Et là, il faut voir les textes de certains dans les années qui suivent, 1850-1860, sur pourquoi ça n'a pas marché, et qui parlent de dissensions qui sont apparues à l'intérieur des entreprises en raison d'une vision trop idéalisée, que la jalousie, l'envie allait disparaître automatiquement, que les questions d'ego allaient fondre comme neige au soleil. Ça n'a pas eu lieu. Il faut que nous tirions parti du fait que nous avons observé qu'il y a un certain nombre... Nous sommes, comme dit M. Deval, nous sommes des grands singes et nous avons tendance à faire comme ça, comme les autres. Et là, il faut en tenir compte. Mais je ne crois pas qu'il y ait besoin de nouvelles idées. On peut essayer, pourquoi pas, mais je crois que le capital, le vrai capital, il est là, c'est dans tout ce qui a déjà discuté sur la redistribution, sur les choses qu'on peut faire, et on peut même remonter plus haut, parce que cette idée de gratuité de l'indispensable, la personne qui a dit pour la première fois, il y a deux choses, il y a les êtres humains et il y a l'économie. Qu'est-ce qui doit passer en premier? Est-ce qu'il faut faire passer l'économie en premier ou les êtres humains? Non, les êtres humains doivent passer en premier. On doit faire une distinction dans notre économie entre l'indispensable et le superflu. Il ne s'agit pas d'interdire le superflu, puisqu'il y a des gens qui voudront faire ça, et pourquoi pas, mais il faut permettre à tous les êtres humains d'avoir accès par la gratuité à l'indispensable. Alors la personne qui a dit ça, c'était pas mal d'années précédemment, oui, c'était un rousseauiste, effectivement, c'était Robespierre. C'est Robespierre qui a dit ça. Alors, je dirais, peut-être fait l'erreur, le dit récemment dans un débat avec M. Nicolas Bavrez, qui a dit « Vous voyez bien de vous trouver des idées dans les sanguinaires de la Révolution française ». À quoi j'ai répondu devant témoin. Il n'y a jamais eu de meilleur représentants et défenseurs des petites et moyennes entreprises en France que M. Robespierre. Vous ne devriez pas, vous, M. Nicolas Bavrez, l'attaquer en représentant des PMU. Alors, non, c'était un peu une boutade, mais c'est vrai. C'est vrai que Robespierre était le représentant essentiellement des artisans du faubourg Saint-Antoine, et que c'est... Voilà. Il faudra ajouter aussi qu'un certain robespierriste a été mis en prison rapidement pour avoir défendu ses idées. C'est un certain Napoléon Bonaparte, et on a vu certaines de ses idées revenir dans le nouveau code, le code civil, le code pénal. Il y avait une troisième question, monsieur. Avant de poser votre question, j'ai oublié de vous demander, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui suivent le blog de monsieur Paul Jorion? Oui. Qui suivent le blog de temps en temps. De temps en temps, oui. Tout le temps. Sur Internet, et ici, il a la même tête. J'ai la même tête. Oui, vous avez la même tête. Et redistribution de la richesse, évidemment, oui, il faudrait peut-être redéfinir un peu la richesse, parce que c'est l'accumulation des gadgets, changer de téléphone portable ou d'ordinateur tous les 6 mois, etc. Il y aura un problème. La redéfinition de la richesse, et c'est aussi un problème de philosophie politique, directe, etc. Et puis aussi, il y aura beaucoup moins de travail, etc. Est-ce que c'est vraiment un malheur ou est-ce que ça pourrait être quelque chose d'infiniment positif? Il faudrait, avec partage de la richesse, parler aussi d'un partage du temps de travail. On pourrait tous travailler beaucoup moins. Je pense que les deux articulés, le revenu universel de M. Hamon peut-être, avec une réduction du temps de travail, ce serait deux choses articulées ensemble. Oui. Vous avez cité Sismondi, je connais assez peu, j'ai vu que sur Internet vous le recommandiez. Alors je vais combler mes lacunes très bientôt, etc. Peut-être acheter le livre jaune. Mais il y a aussi, tant qu'à faire, alors regardez plus loin, et quelqu'un que vous connaissez, Aristote, dans Politique, avait prévu que si les machines, etc., et si on travaille moins aussi, qu'est-ce qu'on va faire? À quoi allons-nous nous occuper? Alors moi, j'ai de temps en temps envie de... Moi j'ai la réponse. Hein, j'ai envie de réhabiliter quelque chose que pratiquaient les citoyens grecs, à savoir la scolée, l'activité des citoyens grecs qui travaillaient pas, philosophie, politique, vie de la cité, etc. Et mettre sur l'horizon d'attente cet archaïsme rénové, comme disait Marx, la scolée, c'est peut-être aussi une motivation, pour redéfinir la richesse, et 2, pour partager de façon radicale le temps de travail. Ce serait bien qu'on ait des choses de positif sur l'horizon d'attente, et je trouve ce vieux machin de scolaire quelque chose qui me titille les neurones, et j'aime bien. Oui, et vous? Je vais répondre à 3 aspects, essayer de me souvenir de 3 aspects de ce côté.
Premier, c'était un séminaire sur le transhumanisme, c'était il y a quelques semaines, et il y a une biologiste qui nous vient de Lyon et qui nous explique qu'on vient de découvrir un nouveau modèle, ce qui est sans doute le bon modèle, sur le fonctionnement de la mémoire et de la réflexion chez les êtres humains. Et cette dame me décrit le nouveau modèle qui s'appelle le transdynamisme, je ne sais quoi. Et quand elle a fini, je dis, mais madame, savez-vous que c'est le modèle qu'on trouve dans De Anima chez Aristote? Voilà, c'est le modèle d'Aristote voilà, qui a été retrouvé péniblement dans les laboratoires. Moi-même, dans l'analyse que je fais des faits économiques, j'utilise de manière massive la théorie d'information des prix chez Aristote. J'étais anthropologue, je faisais du travail de terrain. J'ai voulu analyser les données de la pêche dans l'île de Watt pour faire ma thèse. La loi de l'offre et de la demande, ça ne marchait absolument pas. Il fallait trouver autre chose. Ça donnait des chiffres, voilà, les corrélations étaient nulles. Il fallait trouver autre chose. Le modèle, bon, j'ai ressuscité ce modèle d'Aristote et ça marche, le modèle d'Aristote. Il faut que nous sachions que 90% de ce que nous pensons être le monde tel qu'il fonctionne, aussi bien dans le politique que dans l'économie, que par rapport à la nature, ça vient chez Aristote. On le savait au Moyen-Âge. Dans les universités Moyen-Âge, on ne prenait même pas la peine de faire autre chose que simplement aller voir dans Aristote ce qu'il avait dit sur le sujet. Le reste, c'était les écritures et ça fonctionnait comme ça. Donc sur Aristote, c'est vrai. La plupart des choses qu'il faut comprendre, que nous devons savoir, vient de lui. Quand un grand savant britannique, M. Lloyd, fait une comparaison historique entre la Chine et notre monde, il fait une liste de 10 éléments qui sont assez différents et il met parmi les différences l'absence en Chine d'un penseur de la stature d'Aristote. Voilà, il faut qu'on sache ça bien. Ça, c'est une chose. Alors, redistribution du temps de travail. Vous savez, depuis des années, on a des discussions sur 36 heures, 32 heures, etc. La disparition, il faut savoir que la disparition du travail va aller tellement vite qu'on n'aura pas le temps de descendre de 32 à 28, etc. Non, malheureusement, c'est un combat perdu. C'est un combat perdu d'essayer de faire ça. Il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire quand on a l'occasion de le faire. Oui, pourquoi pas. Mais ça va, la dynamique est telle qu'il n'y aura pas de possibilité d'aller assez vite. Alors, première question que vous aviez posée sur la richesse. Alors, la richesse, c'est un petit peu une boîte noire, effectivement. Parce que d'une certaine manière, la richesse va être déterminée en termes de valeur ajoutée, etc. Et cette valeur ajoutée, comment va être calculée? À partir du prix que va obtenir le service ou le produit qui a été produit. Donc, d'une certaine manière, c'est le marché qui va déterminer exactement quelle est la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle dépend encore, comme on l'a vu, de définition. On pourrait très bien dire qu'il n'y a que des avances produites à l'intérieur de la firme et qu'il n'y a pas de bénéfices et qu'il faut simplement partager les chiffres qu'on trouve à l'arrivée. Donc ça, c'est une première chose, quand on parle de la richesse. Et autre chose, c'est que, j'ai déjà fait allusion au fait qu'on n'introduit pas du tout dans le calcul de la richesse le fait que c'est une richesse qui peut être créée en détruisant de manière massive des choses qui se passent ailleurs, et on n'en tient absolument pas compte, et ça, il faudra le faire rapidement, du coût de l'énergie là-dedans. Quelle est l'énergie qui est prise dans le monde extérieur pour faire produire ce qui a été produit. Et là, nous le savons parce qu'on parle par exemple du picole, le fait que il y a une énergie qui est une énergie beaucoup plus productrice de possibilités en termes de force qu'elle peut dégager par rapport à tout le reste, c'est le pétrole. Rien d'autre n'est véritablement comparable à ça, et nous sommes en train d'épuiser. En fait, nous nous sommes gorgés comme espèce de cette ressource qui était une ressource que nous avons utilisée, pas pour la manger ou la respirer, etc., mais pour faire ce que nous voulions faire, c'est ce pétrole, et ce pétrole est en disparition. Là aussi, quand on parle de richesse, il faudrait intégrer dans le calcul qui est fait ce processus qui ne va que dans un sens, d'épuiser une ressource là qui se trouvait à notre disposition et dont nous sommes gorgés, mais nous arrivons à la fin de ce processus. Et nous arrivons à la fin de l'éducation. Quand vous parlez de la gratuité de l'indispensable, je voulais savoir ce que vous englobez dans l'indispensable. Est-ce que les choses liées à la culture, au loisir, comment on pourra y accéder? Parce que la nourriture, c'est bien, mais... Oui.
Bah là, je dirais c'est à nous de le définir, ce que nous considérons être l'indispensable. Et c'est vrai qu'effectivement, la culture, sous ses différentes formes, peut être considérée, si on me demandait mon avis à moi, je le mettrais là-dedans, l'accès à la culture. Et ce sera un bon débat à faire, de définir entre nous ce qui est l'indispensable. On serait peut-être surpris de ce qu'on verra apparaître dans la réflexion. Mais je crois que la réflexion elle-même serait déterminée par d'une certaine manière, par la familiarisation de plus en plus de cette notion de gratuité possible. Ça change tout à fait la perspective. Quand on demande à Keynes en 1936, qu'est-ce qui permet de faire baisser le plus possible le ressentiment à l'intérieur d'une population, il dit le plein emploi, dans le cadre qui est celui-là. Et il dit bien, c'est une réponse politique, ce n'est pas une réponse économique, parce qu'on pourrait imaginer effectivement des sociétés qui seraient stables avec, je ne sais pas, avec 30% de chômeurs. Dire le plein emploi, c'est une réponse d'ordre politique. Ceci dit, s'il était parmi nous, et parce qu'il avait déjà soulevé la question de la disparition de l'emploi, après Aristote, mais dans les années 30, c'est quand même bien vu, le chômage structurel. Je suis certain qu'il ne dirait plus le plein emploi, parce qu'il tiendrait compte du changement de nos perspectives. Mais j'ai passé beaucoup de temps à le lire et à écrire un livre à son sujet. Je crois que la réponse qu'il donnerait en termes d'utopie réalisable, dans nos sociétés par rapport à la richesse qui existe et qui permettrait de nous soulager, de faire baisser le ressentiment et le dissensus dans nos sociétés, cette idée de gratuité. Si on peut se réveiller demain matin en se disant tous les problèmes d'argent sont mis entre parenthèses, je crois qu'on aurait fait un saut qualitatif considérable dans le bonheur du genre humain. Oui. J'ai lu l'âge des low-tech de M. Biwick qui parle de... Je voudrais savoir le coût en énergie de tous ces ordinateurs. Parce que, est-ce que ça va pas être leur limite? Parce qu'un ordinateur, ça ne fonctionne pas ça a besoin d'énergie, on ne peut pas forcément recycler, il y a les nanotechnologies, etc., qui a dispersion. Est-ce que ça ne va pas être leur limite? Ou alors, finalement, est-ce que c'est dérisoire? Et les déchets, la matière première, les déchets. Vous avez raison, parce que par exemple, vous avez peut-être entendu parler de cette monnaie parallèle qu'on appelle le Bitcoin. On nous dit que c'est peut-être pas la solution parce qu'on voit bien que c'est utilisé essentiellement par la pègre en ce moment et pour des opérations spéculative. Pourquoi par la pègre? Parce que c'est un système qui est quand même bien protégé contre la supervision des gouvernements et donc ça permet de créer une circulation d'argent qui n'est pas supervisée. Mais le fait est que on nous dit bon, on va peut-être pas garder le Bitcoin, mais on va pas utiliser la théorie le soubassement, je dirais, en termes de logiciel, qui est le blockchain. Et là, vous avez absolument raison, parce que le fonctionnement de ce système est tellement énergivore qu'il n'est pas possible d'imaginer que ça puisse être une solution. Or, la plupart des banques sont en train de se diriger vers cela. Les États encouragent. Pourquoi? Parce que ce système de blockchain permettrait en particulier d'empêcher l'évasion fiscale et le recyclage facile de l'argent sale à l'intérieur du système. Ça permettrait aussi de passer entièrement à une monnaie purement numérique, d'ordre purement numérique, parce que l'utilisation de billets de banque, pour les banques, ça leur coûte énormément d'argent. Et de même aux organismes qui produisent des billets, ça coûte très très cher d'avoir des billets de banque à l'intérieur du système. Ça aussi, le désavantage de permettre de la fraude plus facilement et le développement de commerce illicite. Mais vous avez raison, certaines solutions dans lesquelles nous sommes ne sont pas des solutions à long terme. Encore un petit mot là-dessus. Il y a la station le module qui se trouve sur la planète Mars, lui est autonome, il utilise l'énergie solaire. Il y a des choses pour lesquelles on peut créer de l'autonome. Quand on réfléchit, je regardais les chiffres sur la conquête spatiale, il y a des types de techniques qui sont extrêmement énergivores et d'autres qui ne le sont pas. Il y a une technique qui est faisable de type, du point de vue de la physique qu'on connaît, mais qui demanderait 2 fois les ressources disponibles d'énergie sur la Terre, donc voilà, des choses qu'on doit mettre entre parenthèses. Par contre, il y a d'autres types d'approches,
comme de déployer une voile de 320 km de carré dans l'espace, nous permettrait d'aller assez rapidement vers d'autres étoiles, et ce ne serait pas énergivore du tout, puisque voilà, ce serait le vent solaire ou le vent des étoiles qui nous ferait avancer. Mais vous avez raison, il faut absolument envisager les choses de cette manière-là, et penser à des choses qui n'ont aucun avenir, parce qu'elles sont tellement énergivores qu'en fait, il vaudrait mieux les mettre entre parenthèses. Il est dommage en particulier que cette technique du blockchain qui consomme une énergie tout à fait considérable, que ce ne soit pas pris en considération dans la situation, quand on fait des projections sur l'avenir. Bon, écoutez, il me reste à vous remercier et surtout remercier Paul.